Eh bien, bonjour à tous. Je crois que c'est l'avant-dernier forum de l'année. Voilà. Forum Digital Innovation. Donc à chaque fois, on donne la parole à un innovateur, un disrupteur, un start-upper, un créatif aussi. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Olivier Desmoulins pour ce forum. Donc Olivier, il est le fondateur de l'appli Quotel qu'on va vous présenter ou représenter aujourd'hui. Il y a plein d'intérêt à avoir Olivier parmi nous, moi j'ai trouvé aujourd'hui. On va pouvoir lui poser pas mal de questions. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que Quotel, on y reviendra, c'est une start-up, c'est une appli, donc ça nous parle par rapport à tout ce qu'on essaie de faire avec Zins, mais aussi c'est un service qui fait le lien entre deux types d'écrits, sur papier et puis dématérialisé, donc sur digital, sur téléphone. Ça nous parle doublement, donc ça sera l'occasion. N'hésitez pas à lui poser des questions sur tout ça, l'approche qu'il a. Moi, je suis curieux de savoir comment il est venu à cette idée, qui sont ses utilisateurs ou qui y visent. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des choses, ça nous donnera à réfléchir peut-être aussi avec la presse et autour de la presse. Je ne suis pas sûr que ce soit une appli qui soit conçue à la base pour la presse, mais on pourra échanger aussi. Parce que nous, pour mémoire, et puis pour la télé, on est là pour réfléchir au futur de la presse et à comment elle peut s'intégrer dans le paysage actuel, qui est à la fois digital et papier. Voilà. Donc, merci encore à tous d'être parmi nous. Et nous, on est toujours ravis d'être parmi vous. S'il y a des questions, vous n'hésiterez pas, je crois, pendant et après. Olivier, toi, c'est pas ta première appli, c'est pas ta première start-up non plus. Je pense que ce sera l'occasion aussi de présenter ce que tu as. Je sais pas si tu as envie de parler de ton passé, mais au moins en quelques lignes pour resituer. Ouais, on va te laisser te présenter. Et juste pour dire, dans la salle, c'est depuis peu ouvert à des gens de l'extérieur, mais la majorité ici reste quand même des gens du groupe Prestalis, donc des gens qui travaillent dans la presse, la distribution de la presse. Au niveau de la logistique, du commercial, du marketing, des RH, donc tu as un panel de gens qui ont des visions différentes, et puis c'est aussi des consommateurs, des utilisateurs potentiels que tu as devant toi. Voilà, donc on est parti, on a entre une demi-heure et 1 heure. Je te laisse la parole, et on est pas loin s'il y a besoin. Voilà. Bonjour. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier Desmoulins et je me présente comme un designer parce que en fait je vais présenter Quotel aussi à travers la démarche qui m'amène à faire cette application. C'est-à-dire que je suis parti d'un besoin personnel et après j'ai essayé de voir s'il pouvait toucher d'autres personnes en construisant petit à petit le service, pas forcément en faisant une application dès le début, mais au début en faisant un service plus ou moins prototypé de manière très low-tech au début, et après c'est devenu une application. Donc voilà, sur ce que j'ai fait avant, effectivement j'ai travaillé dans le web et le mobile depuis pas mal d'années. Avant j'ai fait un site qui s'appelle Super Marmite, qui est une place de marché des petits plats faits maison. J'ai fait un jeu sur mobile qui permettait à des gens de faire des bébés ensemble et de les élever à deux, c'était des bébés virtuels. Et puis j'ai accompagné beaucoup de startups sur des démarches de design. Et voilà. L'année dernière, j'étais en train de... j'aime beaucoup lire aussi, et j'étais en train de lire, et je me suis rendu compte que de temps en temps, quand j'étais touché par un passage que je trouvais émouvant, intéressant, dans un livre papier, parce que personnellement je ne lis que sur des livres papier, je trouvais que c'était dommage en fait de ne pas pouvoir facilement le partager ou l'archiver pour soi-même. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui utilisent des plateformes qui sont faites pour autre chose, pour partager du texte. Par exemple, là c'est l'exemple de la page Instagram d'un pote, qui peut-être on peut rendre un peu moins flou, mais on voit qu'en fait, par exemple, sur sa timeline Instagram, il y a un certain nombre de textes qui ont été
poster. Et ce qui est intéressant en fait par rapport à ça, c'est que le format photo, on voit qu'il essaie par exemple de souligner la partie qui l'intéresse. On voit aussi que en fait, ça fait une donnée qui est assez peu exploitable parce que, à moins qu'il y ait une reconnaissance du texte sur Instagram, ce qui n'est peut-être pas dans leur roadmap prioritaire, et on a un texte qui est pas vraiment indexable ni recherchable et qui se retrouve au milieu d'autres photos. Il y a aussi des photos de paysages, des photos de soirées, et donc on n'est pas forcément, enfin ce texte il se retrouve pas forcément dans le bon repository, on va dire, pour le rendre exploitable. Et on voit aussi que l'une des raisons qui amène à utiliser la caméra du téléphone pour partager ou archiver pour soi-même un texte imprimé, c'est que quand on est sur téléphone, si on parlait en anglais, on dirait qu'utiliser cet objet est un pain in the ass, parce que le clavier du téléphone c'est vraiment horrible. Il faut que s'il y a de l'autocomplete et que le téléphone n'est pas dans le même langage que le texte, ça devient carrément impossible d'entrer le texte. Et s'il y a pas ce problème d'autocomplete dans un autre langage, c'est possible, mais c'est quand même très fastidieux de copier un texte sur le clavier, même s'il y a quelques petites aides à l'écriture, comme par exemple on le voit par exemple sur le K au lieu du la, où il y a des indicateurs de correcteur orthographique, mais on est quand même sur une expérience qui est assez désagréable, malgré le fait que j'imagine que beaucoup de designers se soient penchés sur ce sujet-là pour essayer de proposer une bonne expérience. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens partagent le constat que ce n'est pas une bonne expérience, et d'où notamment les Tumblr qui fleurissent au sujet des erreurs des messages échangés avec des erreurs de typo. Voilà. Et donc ça c'était mon point de départ en fait, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, et donc comme un bon designer, j'ai commencé sur mon carnet de croquis à imaginer une autre manière de archiver ou capturer, partager des textes qu'on est en train de lire. Et je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire quelque chose où en fait on aurait une liste de tous les textes qu'on a pu archiver avant, qu'on les capturerait avec l'interface de la caméra, qu'on aurait une reconnaissance de texte qui s'effectuerait de manière automagique, et qu'à partir de là on indiquerait précisément quelle est la zone du texte qui nous intéresse. Et puis après effectivement j'imaginais ça comme un hub où je puisse à la fois l'envoyer vers des outils d'archivage ou des outils de partage. Donc je pensais au mail, je pensais à publier sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur Twitter, et après peut-être d'avoir une page web. Donc ça c'était vraiment l'idée initiale. Et donc là je me disais il y a peut-être un prétexte à faire une appli, mais étant à ce moment-là assez seul sur le projet et voyant la montagne que ce serait de créer cela sans beaucoup d'insight de la part de potentielles autres personnes intéressées par ça, j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai commencé à contacter quelques personnes qui avaient ce type de profil Instagram. En fait, là c'est un vrai compte Instagram. Je connais la personne qui a ce compte-là, et je lui ai dit, j'ai fait un petit design d'écran d'application mobile, et j'ai été lui pitcher mon idée. Je lui ai dit voilà, en fait moi j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit qu'il était a priori intéressé par utiliser un truc comme ça, que c'était exactement ce qu'il cherchait. Mais là-dessus, quand vous faites des interviews utilisateurs potentiels à partir d'un pitch assez vague, le problème c'est que vous avez beaucoup de gens qui vous disent qu'ils sont intéressés et qui en vrai ne le seraient pas, de la même manière que vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne sont pas intéressés et qui en vrai pourraient l'être. Donc il fallait que je trouve un moyen de tester ma proposition de valeur avec un vrai service, mais je n'avais pas forcément les moyens de développer une application mobile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que en fait, de mon côté, ce que je savais faire, c'était je sais utiliser Photoshop.
je sais envoyer des mails et je savais faire un petit peu de HTML, CSS, mais un petit peu. Et donc j'ai fait avec cette personne et avec une dizaine d'autres personnes que j'avais bien ciblées, je leur ai dit, écoute, je te propose un service, quand tu lis un texte et que tu as envie de garder ce texte ou de le partager, tu prends une photo et tu me l'envoies par mail. Et donc je m'étais fait une adresse mail pour recevoir ces mails. Et donc j'avais une dizaine de personnes qui, quand ils lisaient des textes dont ils avaient envie de garder une trace, m'envoyaient la photo, en fait des photos comme celle, des photos comme ça en fait. Mais ils me les envoyaient directement par mail au lieu de les publier sur Instagram. Et moi, à partir de ces photos-là, je leur demandais rien d'autre en fait, juste la photo. Ils me l'envoyaient par mail. Et moi, en fait, je m'étais mis une alerte, et quelle que soit l'heure à laquelle cette photo arrivait, je me donnais 1 heure maximum pour renvoyer une carte, générer ce que j'avais fait sous Photoshop, avec le texte bien mis en forme, je rajoutais la source, donc je faisais des recherches sur Google pour identifier la source du texte, je mettais bien en forme la carte, et je leur renvoyais l'image en format, à l'époque, ouais, je crois que je m'étais appuyé sur du 640, maintenant les iPhones, l'iPhone 6, il est sur 750, c'est 750 pixels, là. Mais bon, un carré de 750 pixels, avec le texte bien mis en forme, avec une jolie police, la source bien identifiée, et je leur renvoyais. Et en même temps, cette photo-là, cette image, je la mettais sur une page en web statique, où j'avais mis l'avatar de la personne qui m'avait envoyé la photo, et j'avais mis ses quotes sur Quotel. Page web mais sans back-end, enfin juste du HTML statique. Et sur ces pages-là, j'avais mis un lien vers une landing page qui présentait le service Quotel, une application mobile qui permet d'automatiquement, donc il y avait un design de l'application sur la page web, mais on avait l'impression que c'était un vrai service et qu'on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient déjà inscrits à ce service et qui bénéficiaient de cette app qui n'était pas encore codée. Et en fait, ça c'était intéressant parce que ça m'a permis de voir de commencer à avoir servi pour après designer l'application et aboutir à cette proposition de valeur un peu plus claire, ou d'ailleurs dans cette proposition de valeur on voit qu'il y a peut-être, elle est un peu ambivalente parce qu'il y a des choses où on est dans l'expression de soi-même et dans l'autre où on garde pour soi-même, donc c'est peut-être des choses sur lesquelles on va s'affiner sur le futur et arriver en fait à l'application qui propose le service suivant, c'est-à-dire de prendre en photo un texte d'un livre avec la caméra, d'opérer une reconnaissance du texte. J'en parlerai après de la manière, des choix qu'on a fait par rapport à ça. D'ensuite, une fois que le texte est reconnu, de proposer un petit outil d'édition d'une carte avec, en fait, on propose plusieurs polices, on propose plusieurs couleurs et on propose un outil pour retrouver la source. Donc on génère une carte, il y a plusieurs designs possibles. Et enfin une interface pour le partager ou l'archiver. Donc effectivement là on est encore sur une version jeune de l'application. Donc pour le moment, ce que j'appelle archiver, c'est mettre sur Evernote. C'est aussi enregistrer la carte sur le téléphone. Mais sur Evernote, on enregistre non seulement l'image, mais aussi les métadatas associés au texte, par exemple l'auteur, le texte pur. Et voilà, et partager sur des réseaux sociaux. Donc Quotel, dont on a décidé de tester la vocation le côté, on a décidé de tester l'aspect réseau social intrinsèque de Quotel. C'est-à-dire que j'hésitais entre faire une application de publication pure vers l'extérieur et en fait j'ai quand même voulu tester le fait de savoir si les gens seraient intéressés par lire les quotes de personnes de leur réseau au sein de l'application. Donc,
Ce qui fait qu'en fait, quand on publie sur Quotel, après on a une timeline aussi où on retrouve les quotes des gens qu'on follow pour reprendre le vocabulaire utilisé traditionnellement dans les réseaux sociaux. Je vais vous faire une petite démonstration en live. Si vous voulez télécharger l'app, pour ceux qui sont sur iOS, c'est disponible. Pour Android, on n'a pas encore démarré le dev dessus. La raison, c'est que il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer et qu'on veut s'assurer de viser, de mieux connaître ce qu'on veut faire et ce qui intéresse les gens avant d'être en situation de développer sur deux plateformes en parallèle. Donc. Et tu as commencé par iOS parce que vous étiez plus à l'aise sur cette plateforme ou parce que vos users l'étaient plus? Non, mais moi je préfère. Enfin, je préfère. Et puis peut-être aussi qu'il y a un business case qui me semblait faire plus sens sur iOS, puisque je prends un risque de me tromper, mais il me semble que, il y a quand même plus de dépenses en général sur iOS que sur Android. Donc, je vais vous présenter l'app. J'ai pris un petit bouquin avec moi pour. Donc voilà, quand j'arrive sur Quotel, j'arrive sur une timeline, donc des contenus partagés par les gens que je follow. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que par rapport à cet usage proposé, il y a des gens qui, on est sur ces contenus issus de livres que les gens ont lus, mais de temps en temps, il y a des gens qui proposent leurs propres citations avec des styles différents. Voilà, et c'est intéressant aussi de voir comment la police permet de donner son interprétation d'un texte. En fait, par exemple, si vous utilisez une police un peu marrante, ça peut aussi décrédibiliser un texte, ou ça peut ici, par exemple, je sais pas, si je devais prendre une punchline de rappeur, j'utiliserais sans doute une police forte comme celle-là, davantage qu'une police comme celle que l'on voit ici. Un autre aspect intéressant, au début, la première fois que j'ai designé l'app, et je l'ai designé il n'y avait pas de couleur, tout était blanc, parce que je trouvais ça joli. Et en fait, je me suis rendu compte pendant la période d'expérimentation où il n'y avait pas encore l'app, mais on faisait je faisais des choses sur Photoshop, je me suis rendu compte que quand on postait les quotes sur les réseaux sociaux, en fait, on avait plus d'engagement sur les quotes où il y avait une couleur, parce qu'elle ressortait davantage par rapport au background blanc de Twitter ou de Facebook. Et donc, rajouter une couleur sur certaines quotes, ça permet d'augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux. Donc les rubriques principales ici, là c'est ma timeline, donc c'est ce que les gens que je follow partagent. On a une page de découverte de textes par différentes thématiques. Donc là par exemple je peux entrer sur design et je vais voir en fait des quotes autour de la thématique design. Voilà. Ça c'est sur des gens que tu ne suis pas. Là c'est sur des gens que je ne suis pas, ce qui permet en fait d'augmenter le maillage entre personnes, parce que on peut, là je ne l'ai pas encore mis, mais par exemple je pourrais très bien me dire, tiens là quand je vais vouloir faire un peu de croissance, pour employer le mot dans le monde des startups, je pourrais très bien faire en sorte d'augmenter, d'améliorer le linking entre les gens, en faisant en sorte, par exemple ici je pourrais rajouter un bouton follow directement pour faire en sorte que les gens se follow plus facilement les uns les autres. Enfin ça c'est un truc sur lequel je travaillerai sans doute plus tard. Bon, là encore très classique, les notifications sur quand quelqu'un nous like, quand quelqu'un nous follow. Ma page profil avec mes différentes quotes que j'ai partagées ou que je me suis archivé pour moi-même. Quand je publie, j'ai la possibilité de ne pas partager aussi. Voilà, donc ça c'est ma page avec mon propre contenu. Et si je suis en train de lire et que je veux partager un texte, ou bien supposons que j'ai lu un contenu qui m'intéressait sur le web mobile et que j'en ai fait un screenshot, je peux aussi aller explorer mes screenshots personnels via le bouton en bas à droite. Là je vais poser le micro 2 secondes pour faire une petite démo sur un vrai texte. J'ai pris un livre au hasard. Je ne vais pas forcément choisir le texte. Ouais.
J'ai pris mon texte. Là, on va voir qu'on là j'ai pris un peu de travers. Hop, non, on va essayer de faire avec ça. Je définis la zone qui m'intéresse. On va voir que quand il y a un peu de bruit autour, ça fait des petits... mais là, je pense qu'on va être bon. Ouais, je le fais un peu vite pour la démo, mais en gros, je pense que le mot sans au début qui n'est pas entièrement compris, je risque de ne pas avoir le S, parce que je l'ai de la même manière que le dernier mot, j'aurais sans doute une petite erreur. Mais bon, allons-y. Là, en fait, la photo, elle est envoyée sur mon serveur. Ouais, je peux reprendre. Là, la photo est envoyée sur mon serveur. Mon serveur l'analyse et il me redonne le texte. Et là, en fait, bon, en général, c'est très fiable. Là, il y a une erreur au début, une erreur ici. Et là, mais c'est parce que j'ai pris une photo un peu rapide et crado. Mais en général, ça marche très bien. Une fois que j'ai mon texte, donc normalement, je devrais un peu vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Là, je ne le vérifie pas, je sais qu'il y en a, mais c'est juste pour faire la démo vite fait et qu'on ne s'éternise pas. Là, donc j'arrive sur l'interface qui va me permettre de générer une carte avec différentes styles. Je peux choisir mes couleurs, comme ça. Si j'appuie sur Add Source, je peux rajouter la source. Bon, là en l'occurrence, c'est Stefan Zweig et le nom du livre c'est Montaigne. Là, vous avez vu que ça s'était déjà rempli, Stefan Zweig, parce qu'en fait j'ai créé une quote de ce bouquin l'autre jour, mais en fait là je suis câblé à une API de livres et d'auteurs. Voilà, donc je crée ma carte. Et la prochaine étape, c'est l'étape de partage. Bon, c'est pas de l'humour là en l'occurrence, mais c'est plus littérature et histoire, on va dire. Je rajoute ces tags, ça me permet après d'être lié aux différentes catégories qu'on a vues. Et là, après, où est-ce que je partage? Donc, je peux partager sur les réseaux sociaux, archiver sur Evernote, ou partager dans Kotel. Si je poste par exemple sur Kotel, voilà, je me retrouve donc avec après la. Par contre, on voit plus en fait le fait qu'on surligne le passage qui nous intéresse. Ah, parce qu'en fait là j'ai sélectionné la zone qui m'intéressait. C'est uniquement celle-ci que j'ai partagée. J'ai pas fait un autre surlignage j'ai pas sélectionné un texte plus long. Il n'y a pas une phrase dans son environnement ou... Dans ce cas-là, en fait, ça c'est un point intéressant. C'est un truc que je pourrais éventuellement faire. Ça c'est des questions que je me pose encore. Ouais, est-ce que je dois... Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu l'overview de l'application. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là Il n'y a pas de traduction possible? Ah, alors ça c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails pour me dire est-ce que ce serait bien qu'on puisse afficher, enfin on ne me demande pas des traductions mais on me demande d'afficher des contenus que dans une certaine langue. Et aujourd'hui, j'ai pas encore travaillé là-dessus parce qu'en fait, je me suis dit, bon bah les gens, ils ont la possibilité d'aller choisir qui follow aussi. Et dedans, moi je me dis personnellement, je vais principalement follow les gens qui parlent français ou anglais. Donc a priori, il y a des chances que je comprenne tout leur contenu. Mais j'ai pas encore tranché là-dessus, c'est une vraie question. Et c'est une question, c'est pas une question extrêmement compliquée. C'est davantage, là, une des solutions que je pense apporter, c'est d'effectuer sur chaque en base de données. En fait, une fois là, quand je poste un contenu, mon texte il est enregistré en base de données, et je pense que je vais effectuer je vais faire tourner un script qui en permanence, quand du contenu est créé, identifie la langue pour taguer le contenu avec le tag de la langue et peut-être proposer à des utilisateurs selon leurs préférences de n'afficher que le contenu dans leur langue. Mais tu pourrais vouloir... Il y a pas mal de contenu. Moi, j'ai vu des contenus en russe, surtout pour avoir l'intérêt de savoir ce qui est cette citation par curiosité. Ouais, j'ai pas... ça, c'est vrai que j'ai pas spécifiquement pensé à ça. Vous, ça vous intéresserait, en fait? Je trouve que sur Facebook, le fait d'avoir fait des traductions... moi, j'ai des amis qui j'ai connus en langue anglaise, mais qui parlent pas français et qui mettent parfois des choses dans leur langue. Parce qu'après, le truc c'est que par exemple traduire je vais à la plage, ça me semble trivial.
traduire du Dostoïevski, ça me semble un peu difficile dans le Pour sens la où... littérature, ça va être chaud. Ouais, voilà. Enfin, Ouais, mais après, parce que les gens ils posent pas je vais à la plage, ils posent parfois des idées. Enfin, après, moi c'est une point de vue. non, mais je prends note. En tout cas, c'est vrai que j'avais plus compris le besoin des gens de voir du contenu dans leur langue. Après, je ne me suis pas vraiment penché encore sur ce type de questions. Il y a des questions là? Est-ce qu'il y a la possibilité de rechercher dans les archives? J'imagine que tu as commencé Ouais, alors la question c'est est-ce qu'il y a la possibilité de rechercher dans les archives? La réponse c'est bientôt. C'est-à-dire que voilà, dans cette version pas encore, mais ça pour le coup ce sera bientôt disponible. Ouais. En fait ça peut être par tag en fait on propose déjà l'exploration. Ouais, tout à fait, ouais. Au début je me suis dit, j'ai préféré ne pas laisser ouvert la création des tags, ce qui ne veut pas dire que c'est définitif, mais en fait voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis présenté au début comme un designer, c'est parce qu'en fait le produit il n'a pas été pensé au début, il est pensé au fur et à mesure en fait. Et pourquoi tu limites ça au bouquin en fait? Non, c'est pas limité au bouquin. Par exemple, si j'avais dit quelque chose de très intéressant et que je l'avais projeté, vous auriez par exemple pu décider de le prendre en photo et de le relayer. Ça peut se retrouver, par exemple, si vous écoutez une interview je sais pas, Joey Starr qui balance un truc très lourd à la radio, vous pouvez aussi le partager. Enfin, on est plutôt sur la citation, mais en fait, là où on se différencie d'applications de citation, c'est qu'en fait, il y a ce mélange de contenu très court et de contenu très long, et en fait, que je trouve personnellement assez intéressant en fait, parce que ça introduit du rythme dans la découverte des choses, et c'est un... Si par exemple on parle de citation à la radio, là, il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'il y ait un passage au niveau du texte, ou est-ce qu'il y a un moyen de le transmettre à l'application? Si on veut citer ce qu'a dit Joey Starr à la radio... Là, il faudrait qu'il y ait le clavier dans ce cas-là, enfin, sauf si... ça a été retranscrit quelque part, et à ce moment-là, on capture d'une manière ou d'une autre, une copie d'écran, quoi que ce soit. Voilà, quand c'est retranscrit sur écran ou sur papier, c'est très simple. En fait, c'est juste que j'ai remarqué que sur l'application, il y a des gens qui partagent aussi bien... Enfin, il y a beaucoup de contenu issu de livres, mais il y a aussi des gens qui balancent des proverbes ou des trucs qu'ils entendent par-ci par-là, et que je trouve que ça donne un côté assez sympa dans l'application. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Donc en fait, après, je m'étais dit que je pourrais quelques infos sur la démo que j'ai faite, sur la technologie. Donc on utilise une technologie d'OCR qui n'est pas embarquée dans le téléphone, mais qui est sur notre serveur. Donc ça fait que pour le moment, il y a encore besoin d'être connecté à Internet pour l'utiliser. Peut-être que plus tard, on l'embarquera, mais là, c'est quand même un autre niveau de R&D. Et aujourd'hui, on est 3 et on n'a pas forcément... on a cette solution qui marche bien pour le moment. Ensuite, on est connecté aux différentes API des réseaux sociaux ou des services sur lesquels on peut poster. On aurait aimé pouvoir poster aussi, par exemple, sur des LinkedIn, mais sur LinkedIn, leur API ne permet pas de poster depuis une application une photo et du texte, permet juste de poster du texte. Et en fait, on trouve qu'on perd un peu quelque chose si on ne poste pas la carte avec, même si à chaque fois qu'on poste une carte, on archive aussi quand même le texte pur. Pour les reconnaissances de livres, on utilise l'API de Goodreads, et donc qui est donc une énorme base de données d'auteurs et de livres. Et voilà. Et l'OCR, du coup, c'est un truc que tu développes toi-même ou... Alors l'OCR, c'est un mélange en fait, on utilise une technologie qu'on a un peu upgradée, donc il y a un mélange de nous-mêmes et de techno extérieure. Et on en a fait une API
et on n'exclut pas de donner accès à notre API à d'autres entreprises qui voudraient faire qui voudraient utiliser un OCR as a service comme celui qu'on a fait. Si vous n'avez pas d'autres questions sur les aspects technologie, je voudrais évoquer avec vous quelques use case business auxquels on a pensé. En fait, ça c'est donc aujourd'hui Quotel, ça se développe principalement, en fait, ça se développe à peu près de manière équivalente. Il n'y a pas de grande tendance qui dessine sur le choix entre outils de publication utilitaires vers les réseaux sociaux ou bien réseau social intrinsèque. Aujourd'hui, on voit que les deux usages sont communément partagés sur notre base. Aujourd'hui, on est encore très jeune, on est à 4000 utilisateurs. Donc on voit que les deux usages intéressent pas mal. On voit que c'est un outil de découverte par thématique, et c'est vrai que nous, ce qui nous tient à cœur derrière ça, c'est aussi de faire découvrir des livres et de pourquoi pas permettre de distribuer du livre, soit du livre papier, soit pourquoi pas du livre numérique. Là, donc par exemple, en gros, si vous lisez la quote que j'ai partagée, vu qu'il a été câblé à l'objet, au livre en question dans notre base de données, on pourrait permettre d'être affilié avec un distributeur de livres. Et là-dessus, ça amène en fait, c'est là où il y a à la fois un business case intéressant et en même temps une volonté de faire différemment. C'est que le provider tout indiqué pour ce type de scénario, c'est Amazon, qui propose une API et qui propose un système d'affiliation qui nous permettrait d'avoir en fait toutes les briques pour construire une source de revenus avec un moindre effort. Et en même temps, on se dit qu'on peut faire mieux que Amazon. Enfin, on peut pas faire mieux qu'Amazon, on va pas faire un meilleur service que le service d'Amazon, parce qu'il est déjà bien, mais on peut faire mieux que juste utiliser le service d'Amazon. Et en fait, on a beaucoup discuté avec des bookstores, aux États-Unis principalement pour le moment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les bookstores, leur principale problématique, c'est de vendre des livres. Voilà, c'est leur métier, c'est de vendre des livres. Et leur principal ennemi, c'est Amazon. Et en même temps, leur principal partenaire, pour beaucoup, c'est aussi Amazon. Parce que les bookstores n'aiment pas Amazon, mais les bookstores sont sur Amazon Marketplace. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vous n'êtes pas d'accord ou... Si. Ah non, ça me fait juste... Et donc en gros, pour moi, c'est le gros point intéressant, c'est de voir que l'acteur... Aujourd'hui, en fait, la question c'est est-ce qu'on doit travailler avec les libraires ou pas. Et moi, j'ai l'impression que si on veut travailler avec les libraires, il faut pas travailler avec les libraires si on veut travailler avec eux. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple en France, on a quelque chose qui s'appelle Place des libraires. Par-dessus Place des libraires, il y a des versions locales de Paris Librairie, mais qui sont construites sur la même base de données. J'ai vu un truc Atlantique Librairie, ou je sais pas si c'est construit sur la base de Place des libraires. En tout cas, c'était pas indiqué sur leur site. Mais aujourd'hui, si vous tapez ce livre-là sur Google, vous tomberez pas sur Place des libraires. Parce que Place des libraires, si vous voulez tomber dessus, il faut chercher sur Google accès au stock des librairies, ce que personne ne cherche. Les gens cherchent Stefan Zweig, Montaigne. Ils ne cherchent pas accéder au stock des librairies pour trouver Stefan Zweig, Montaigne. Ce qui fait que, en gros, moi j'ai l'impression que quand les acteurs se décident à travailler ensemble, ils font Place des libraires. C'est sympa, mais qui ne va pas permettre de lutter contre Amazon. Quand un acteur décide de ne pas travailler avec les libraires, il fait Amazon, et ça marche vachement bien. D'où ma grosse question. Moi aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien proposer à des libraires d'avoir, en fait, je me dis, aujourd'hui, si moi je publie Stefan Zweig, par défaut, si aucun libraire n'est sur mon app, le bouquin il sera vendu via Amazon.
Aujourd'hui, en fait, si tu fais une recherche, moi ça m'arrive souvent effectivement de mettre de côté typiquement ça, en fait, des morceaux de texte, etc., que j'entends, que je trouve, etc. Quand tu fais une recherche sur Internet, sur Google, tu vas tout de suite tomber finalement sur des sources où tu vas trouver ce document en général en digital, genre du PDF, ou soit en gratuit, parce qu'en l'occurrence, là, Stéphane Zweig, ça va être dans le domaine public, soit effectivement en payant. Et puis après, j'ai l'impression que c'est les achats de mots chez Google qui vont faire le ranking en fait, des pics qui arrivent. Mais il y a déjà un morceau de truc qui ressemble à ça, finalement, quand tu recherches une citation, un extrait dans Google, tu as déjà une mécanique qui ressemble à ce que tu décris. La différence, c'est que moi, je ne pars pas sur de la recherche, je pars sur de l'exploration. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je me dis... Enfin, je ne parle pas d'une réflexion qui est incroyablement élaborée, je parle plus de pistes. Mettre le lien finalement entre un extrait et me procurer la source de cet extrait. Exactement. C'est ça qu'on parle en fait. Un extrait que je découvre dans ce réseau social. Ça me plaît, voilà. De lire. J'appuie sur la quote, on me propose de l'acheter. La question c'est qu'on peut me proposer, si elle est postée par un individu lambda qui n'a pas fait une action spécifique, on me propose de l'acheter sur Amazon ou sur un provider de e-books ou autre. Oui, oui. Et si cette quote elle a été partagée par un libraire affilié qui la partage auprès de son audience à lui, et notamment par exemple je pense à certains bookstores aux États-Unis qui, par exemple, je sais pas, l'autre jour j'étais à New York et j'étais voir Strand Books qui est une grosse librairie, enfin il y a des mélanges d'occasion et de neuf. C'est sur Broadway, il y a énormément de touristes qui vont là-bas. Enfin, et eux, par exemple, sur Twitter, ils ont 50 000 followers. Donc sur Instagram, c'est à peu près l'équivalent. Et ils ont une grosse activité réseaux sociaux. Enfin, il y a une personne dédiée à ça. Et ils organisent des événements aussi sur place. Donc des soirées avec des auteurs qui viennent dédicacer, etc. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a une mécanique intéressante entre proposer à des bookstores d'arriver sur Quotel, de publier via Quotel, et de personnaliser le lien. Au lieu qu'ils renvoient vers Amazon, ils renvoient vers eux directement, vers leur site e-commerce à eux. Alors après, on peut argumenter sur le fait que leur site e-commerce à eux, pour la plupart des libraires, il n'est pas optimisé mobile. C'est un autre problème. Mais sinon, on peut aussi proposer des pages. On peut leur proposer de développer des pages de vente one-shot de livres. Et ces pages-là, si elles sont chez nous, elles peuvent être optimisées mobile. Voilà, donc ça, je voulais partager ce business case sur lequel je travaille et qui semble intéresser, en fait, pas forcément les petits libraires pour le moment, parce que pour eux, on est encore un ovni, mais des librairies, des bookstores beaucoup plus structurés, pour qui ça fait sens. Et bien sûr, quand je parle de libraire, je peux parler aussi de tout acteur qui distribue du livre, ou pourquoi pas de la presse pour ce qui nous concerne, ou du livre numérique. Voilà, et par exemple, il y a tout un tas d'acteurs en ce moment en France qui émergent, qui vendent du livre d'une autre manière aussi. Voilà, est-ce que j'avais pensé à e-books? Exactement, ouais. Voilà, si vous avez des questions, je suis là. Moi j'ai une question sur qu'en pensent les éditeurs de livres et les ayants. Alors je sais pas, Stéphane Zweig, je suis pas un spécialiste du droit d'auteur, etc. Mais est-ce que ça pose des questions? Alors on a le droit de citer, on a le droit de citer du moment qu'on indique qui est la source, et on a le droit de citer citer un paragraphe entier, ça pose aucun problème. En fait, on n'a pas le droit de reproduire intégralement une œuvre ou une partie signifiante de l'œuvre. Mais sur la reproduction de citation, où on associe la source, c'est tout à fait autorisé. Ouais, une citation. Et les éditeurs de livres, eux, est-ce que tu as pensé à travailler avec eux? Est-ce que c'est plus intéressant de travailler avec les distributeurs, les libraires, les gros libraires, les Amazon, plus que les éditeurs de livres? Pour le moment, c'est là que je suis vraiment à l'état d'hypothèse, c'est-à-dire que je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant, mais j'ai pas encore rencontré d'éditeur. Mais je pense que c'est intéressant, parce qu'en fait, pareil, on est encore dans une histoire, enfin dans les deux cas, on est dans une histoire de désintermédiation par rapport, pour les libraires, c'est par rapport à des Amazon Marketplace, parce que l'intermédiation
Enfin, il n'y a pas d'intermédiaire entre le libraire et le client quand vous achetez en librairie. Mais il y a un intermédiaire entre l'éditeur et le client dans tous les cas, sauf quand vous achetez sur le site de l'éditeur, ce qui est très très rare. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement de capitaliser sur l'outil média social, ou dans le sens où, par exemple, un use case qui me semble faire sens, c'est aussi, je sais pas, vous avez un éditeur qui va publier un best-seller dans un mois et qui commence à publier les extraits via Quotel, à la fois au sein de Quotel où il y a une audience qualifiée, mais aussi vers ses propres réseaux sociaux. C'est aussi une manière de faire du teasing de la même manière que on va faire du teasing sur Allociné quand on va sortir un film, enfin, quand on balance les... Et ça, c'est pareil pour la presse. On peut imaginer les rédacteurs de magazines, voire même de quotidiens qui utilisent ça. Ouais, tout à fait. Par exemple, moi, je sais pas, disons que j'ai dit coup de Joey Star tout à l'heure, parce que en général, c'est un bon client des phrases choc, mais imaginons que, je sais pas, les Inrecuptibles, ça sort le mercredi, je crois, le mardi, il publie demain dans les Inrecuptibles, et une grosse punchline de Joey Star, c'est aussi une manière de promouvoir leur numéro du lendemain. Ou les coups de cœur du libraire. Je vois plutôt côté magasin un libraire qui, au lieu de juste écrire son petit papier, il poste tout ça et il dit aujourd'hui, voilà mon coup de cœur. Oui, tout à fait, sachant que ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que, enfin, là on parle encore d'expérience très qualitative, je ne peux pas en parler au niveau quantitatif, mais c'est vrai que quand vous allez, par exemple, quand vous allez sur Goodreads ou sur tous les réseaux sociaux dédiés à la lecture, il y a une logique de recommandation de texte qui passe par des intermédiaires qui sont en fait des critiques. Après, ça peut être des critiques amateurs, mais en fait, je sais pas, moi j'ai toujours l'impression qu'on me recommande des trucs qui m'intéressent pas du tout. Et que là, en fait, via Quotel, en fait, l'intermédiaire, il s'efface un peu parce qu'il laisse la place principale au texte pur, même si le texte pur est tronqué, mais en fait, si vous partagez en gros, quand quelqu'un partage un texte sur Quotel, il partage un truc qu'il a vraiment marqué. Et donc là, on laisse vraiment la place à l'auteur de s'exprimer davantage que à l'intermédiaire. Voilà. Enfin, donc ce sont les choses qui m'ont occupé ces derniers mois quand on a démarré Quotel. Et comment tu envisages ta roadmap produit, comment tu l'as construit, c'est quoi ta façon de mettre les prochains jalons et tout, sur quoi tu bases? Alors c'est une bonne question. Je pense que en fait, c'est une question qui est complexe dans la mesure où il y a ce que l'on a envie de construire et aussi la manière dont on va pouvoir valider des étapes pour pouvoir continuer à travailler. Par exemple, je sais que la rétention, aujourd'hui on a très peu travaillé sur l'acquisition, parce qu'en fait on sait qu'à ce stade-là de notre développement de produit, on a juste besoin de faire venir assez de gens pour pouvoir améliorer notre service. Or faire venir des gens pour améliorer notre service, à ce stade-là c'est facile, il suffit de faire un peu de presse et ça nous ramène 500 personnes, 1000 personnes et on va pouvoir travailler pendant quelques semaines sur ce groupe de personnes qui rentrent pour améliorer le produit en s'appuyant sur des feedbacks qualitatifs, mais aussi sur des choses qu'on peut mesurer quantitativement, comme la rétention. Donc aujourd'hui, moi j'avance doucement en essayant d'augmenter principalement ma rétention sur l'application. Après, il y a d'autres choses comme cette histoire, en fait, cet aspect e-commerce. Enfin, il y a d'autres modules auxquels je crois énormément et que je rêve d'implémenter vite. C'est l'aspect e-commerce. Il y a aussi un meilleur système de linking entre les quotes et les sources, parce qu'aujourd'hui, l'utilisation qu'on fait de l'API Goodreads, elle n'est pas optimale. On sait que, par exemple, là en l'occurrence, pour cet exemple-là,
le nom de l'auteur, enfin c'est un nom d'auteur, mais le nom du livre, c'est aussi un nom d'auteur. Et en plus, Stefan Zweig, il en a écrit vraiment beaucoup, des auteurs, des livres. Ce qui fait que quand vous cherchez Stefan Zweig dans l'API Goodreads, donc déjà, non seulement il vous balance les résultats dans toutes les langues, parce que l'API, elle ne permet pas de faire le tri entre les langues. En fait, il faudrait qu'on utilise le code barre si on veut avoir exactement le bouquin. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas eu envie d'utiliser le code barre parce que j'avais l'impression qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est un peu bizarre. D'un côté, je scanne du texte, et de l'autre côté, je repropose un scanner, mais pour scanner un code barre. Et donc, j'étais pas super à l'aise là-dessus. Donc, c'est plus un travail de design, mais aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas une expérience géniale sur la partie associer un livre à une source. Après, on pourrait aussi imaginer qu'on améliore le service en utilisant par exemple Google Books et en proposant par exemple, on peut se dire, dans Google Books, on a reconnu ce livre. Malheureusement, on ne reconnaît pas tous les livres via Google Books, mais on pourrait se dire, celui-là, à partir du texte qui a été reconnu, non seulement je sais que le texte c'est ça, mais en plus je sais que c'est le texte de la bio de Montaigne par Stefan Zweig. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, si vous utilisez, si vous côtelez un livre de Zweig et un livre de Flaubert, on ne peut pas proposer la même expérience parce que Flaubert il est dans Google Books et ça en fait je ne sais pas si ça y est dans Google Books. Voilà, donc il y a un des points que je rêve d'améliorer mais sur lequel je pense que c'est pas raisonnable de se concentrer maintenant, c'est le linking entre quotes et leurs sources, parce qu'on a quelque chose qui marche, qui est good enough. Un autre point que je rêve de faire, c'est la partie e-commerce, parce que ça me permettra d'avoir les bases de la validation de mon modèle économique, enfin pas de mon modèle économique, mais d'un potentiel modèle économique, sachant qu'il y en a plein de potentiels. Ça peut être justement à deux niveaux, comme tu l'évoquais, finalement, s'il y a quelqu'un qui recommande et qui est intéressé par la vente, c'est quand même le job d'un libraire. Finalement, un bon libraire, aujourd'hui, c'est un peu ça. Tu y vas, il y a une ambiance, il te connaît un peu, il va te recommander des bouquins. Les libraires vraiment littéraires ou histoire, etc., c'est un peu ça leur fond de job. Et eux, finalement, ils ont intérêt à enrichir la source et à faire ce job-là, qui est peut-être plus galère pour quelqu'un qui le fait pour lui, parce qu'effectivement, scanner un code barre ou aller chercher la source, ça prend du temps. Soit tu as besoin de le faire parce que tu as besoin d'envoyer, soit finalement tu t'en fiches et c'est pas ton problème. Alors que comme tu le dis, quelqu'un finalement qui va devoir essayer de vendre quelque chose parce que c'est son job de fond, peut-être que lui il acceptera de faire un peu plus facilement un job plus galère parce qu'il y a intérêt finalement. Ouais, mais après pour que l'expérience de tiens je vais acheter ce bouquin, elle soit. En fait il faut qu'elle soit possible pour toutes les quotes, issues de livres. Et donc il faut qu'à un moment, il y a une forme que je vois que quand je vois cette quote, je peux acheter le bouquin aussi bien que celle qui a été postée par un libraire où il a bien fait le boulot. Ouais, je ne sais pas si une citation, c'est toujours, quand tu échanges une citation avec quelqu'un, mais là, est-ce qu'à chaque fois, tu as la finalité finalement de partager le bouquin en entier, ou un état d'esprit, une idée qui vient, etc. Tu vois, est-ce que, je ne sais pas, quand tu interroges les utilisateurs, si vraiment l'usage de la citation, c'est forcément derrière l'ouverture à un livre, parce que ça peut Non, pas forcément, ouais, d'ailleurs. Peut-être c'est... En tout cas, voilà, c'est un point sur lequel, on réfléchit. Et c'est un point sur lequel rien n'est encore arrêté, et notamment parce que c'est une question de priorisation de roadmap. On se dit, aujourd'hui, j'ai davantage envie de montrer que je suis capable de faire de la traction sur cette application. Et la traction, je vais la mesurer avec ce couple acquisition-rétention. Et donc, ça va être en gros, ces itérations, c'est... je fais des hypothèses sur comment améliorer la rétention, j'implémente une chose auquel je pense, je fais un coup de presse pour faire venir des gens, et voilà. Et pour faire tout ça, vous êtes combien à mi-temps, à plein temps? On est, moi je suis sur la partie design, il y a un développeur mobile qui fait l'application mobile, et on a un advisor sur l'OCR qui nous a beaucoup aidé, mais qui est maintenant moins impliqué, maintenant que les choses marchent pas mal. Donc on est essentiellement deux. Et non, on n'est pas à temps plein parce que on pense qu'on a encore... en fait, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait lever de l'argent c'est vraiment faisable. C'est vraiment faisable, mais on a envie d'aller plus loin, avant d'enclencher un processus de levée de fonds. On va aller plus loin par nous-mêmes. Ouais. Et donc toute la partie presse, marketing, etc., c'est toi? Ouais. Parce qu'après, on n'a pas des besoins énormes. On a besoin de pouvoir faire venir toutes les 2 semaines, 3 semaines, enfin à chaque release, on a besoin de pouvoir faire venir 2000 personnes. Et donc là, c'est-à-dire que par exemple, je vais pas contacter
tout mon réseau de journalistes le même jour. Je vais essayer de faire à chaque release, de faire un ou deux passages médias dans des trucs moyens où je sais aussi qu'il y a des blogs qui vont reprendre le truc. Et si à un moment on est très confiant, là on essaiera de faire une vraie campagne de com. Quand je dis moyen, c'était pas des médias moyens, c'était plutôt en termes de taille de médias. Et c'est vrai que par exemple quand on a lancé, on a été relayé par des médias assez importants, ce qui était cool parce que c'est mieux que rien, mais en même temps j'aurais bien aimé avoir un produit un peu plus mature à ce moment-là. Mais bon, ça nous a quand même beaucoup aidé. Je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je pense qu'on peut te remercier. Merci. Bon, merci Olivier. Il y a un autre forum avant la fin de l'année, c'est le 15, je crois, à Netino. Et puis on boit l'apéro de Noël le 17. C'est ça, hein. Voilà. Merci, à bientôt.